Avec notre invité ce soir, nous abordons le sujet, l'idéologie centriste à l'épreuve de la lutte démocratique et nous recevons celui que tout le monde, bien sûr, a envie d'écouter. C'est le président du Nouvel An togolais, M. Tama, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes fraîchement revenu de Bruxelles avec une aventure qui a fait le tour des réseaux sociaux. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles? Oui, c'est passé qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que la démocratie, c'est la pluralité d'idées. Et pour être maintenant plus concret, nous avions, à la demande de certains compatriotes à Bruxelles, organisé une rencontre publique avec dans ces compatriotes-là pour expliquer, comme peut-être on va le faire aujourd'hui, l'idéologie des centristes et puis même ce que nous attendons de la diaspora. Nous avons commencé à faire notre présentation quand subitement on a commencé à voir d'abord des œufs qui ont volé dans tous les sens et puis après c'est des chaises et puis après bon j'ai plutôt vu dans les vidéos qu'il y a eu des tentatives de poursuite puisque moi j'avais quitté la salle avant, donc une attitude inconciliable avec les valeurs que nous chérissons dans notre pays, parce que la démocratie c'est d'abord l'altérité des opinions, c'est le respect d'autrui et puis c'est l'acceptation d'autrui. Ce n'est pas ça, mais bon. Mais certains de vos collègues de l'opposition estiment que vous êtes allé provoquer une certaine diaspora chez elle. Non, pourquoi provoquer une certaine diaspora? C'est-à-dire, on a des gens qui sont frustrés, qui ont quitté le pays parce qu'ils trouvent que le pouvoir est un pouvoir dictatorial et vous allez leur dire à ces gens-là... Je crois qu'il y a une mauvaise interprétation de comment fonctionne un État démocratique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, en l'occurrence moi, qui loue une salle privée, demande à des personnes qui veulent m'écouter de venir. Si vous n'êtes pas intéressé par le sujet, vous ne venez pas. Si vous voulez faire du débat contradictoire, vous venez. Je trouve assez spécieux ces personnes. En plus, certaines de ces personnes qui ont tenu ce genre de discours, nous avons condamné des attaques que ces personnes ont eu déjà à Lomé ici. Je trouve assez spécieux qu'on puisse à un seul moment trouver une excuse à la violence dans le cadre politique. Il n'y a aucune excuse qu'on peut trouver à la violence dans le cadre de l'expression d'une opinion. Si on commence à trouver des excuses, mais écoutez, l'échelle dans laquelle on va se retrouver, on va plus s'en sortir. C'est dans ce pays-là, au Togo, que tous les jours nous dénonçons les violences, soit des forces de l'ordre, soit des personnes que nous avons appelées forces de défense ou bien miliciens. Et nous ne pouvons pas, dans un contexte particulier, dire oui, ben écoutez, ça c'est pas normal. Et dans d'autres, dire non. Quelle provocation il y a à partir du moment où c'est une invitation ouverte, personnelle, où vous êtes invité, vous voulez, vous venez, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Donc la violence ne peut en aucune façon trouver une excuse sous le prétexte de provocation. Excusez-moi du peu, mais les gens sont partis en Europe, vivent en Europe, et des gens sont au Togo ici, vivent des situations assez compliquées. Malheureusement, le net ni ma personne ne sont responsables de cette situation. Et comme je le dis, on est libre d'abord s'exprimer et on est libre de ne pas aller écouter quelqu'un qui s'exprime sur un sujet donné. Est-ce que vous pensez que c'est en fait les idées que vous portez qui gênent? Oui, bien sûr, c'est les idées que nous portons qui gênent parce qu'on a commencé à habituer on va dire la masse critique qui s'identifie à l'opposition à une sorte de dictature de la pensée unique. Chaque fois que vous sortez de cette ligne que certaines personnes, au nom de je sais quoi d'ailleurs, tracent, vous êtes traité mais automatiquement de traite, de taupe, de tous les mots. Et quand vous regardez même dans l'histoire politique de notre pays, à supposer que vous retournez 10 ans en arrière, et vous regardez même une bonne partie des formations politiques qui composent aujourd'hui le C14, au moins la moitié ont subi, dans leur historique, un moment où on les a traités de partis satellites, de taupe, ainsi de suite. C'est une phraseologie qui est récurrente dans notre pays, parce que malheureusement, et c'est ce que nous combattons, il y a de l'extrémisme qui s'installe dans les deux bords. Il y a de l'extrémisme qui s'installe dans le parti qui est au pouvoir, mais il y a aussi un extrémisme qui, malheureusement, ne se comprend pas. Dans ce cas-là, qui s'installe dans les rangs de certaines personnes qui se revendiquent de la démocratie. Et honnêtement, s'il n'y a pas de liberté d'expression, liberté d'opinion, mais qu'est-ce qu'il y a dans la démocratie? Mais les gens disent que vous êtes un politicien versatile. Oh, ben écoutez, le premier politicien versatile sur ces 5 dernières années, je pense qu'il faut trouver celui qui a dit il n'y a pas longtemps que s'il n'y a pas de réforme, on n'ira pas aux élections et qui est quand même allé aux élections, ou alors un autre politicien versatile qui a dit, ben écoutez, je boycotte les élections, mais qui a envoyé quand même ses représentants à une élection. Donc en réalité, quand vous cherchez les politiciens versatiles, je
je pense que nous devons être vraiment très loin dans la queue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que trouvez-moi un homme politique dont l'opinion ne change pas, n'évolue pas. En septembre, nous disions qu'il fallait absolument, par la manifestation de rue, contraindre le pouvoir à faire des réformes. En octobre, sur l'enlisement de la situation, nous avions dit, écoutez, le rapport de force est en train de s'équilibrer, il est temps d'aller négocier. Mais écoutez, si on ne peut pas adapter sa posture par rapport à l'évolution de la société, je ne sais pas en réalité ce qu'on est. Donc systématiquement, nous adaptons notre discours par rapport à la réalité, et parce que le fondement même du centrisme, on en parlera tout à l'heure, c'est justement le pragmatisme. S'il n'y a pas de pragmatisme, il n'y a pas de centrisme. Alors, ce centrisme, justement, beaucoup disent qu'il n'a pas sa place dans une dictature. Mais écoutez, maintenant, après, vous savez, c'est une question de définition. Quand moi, je vois des gens qui quittent, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, venir dans une émission comme celle-là, critiquer le pouvoir, rentrer tranquillement chez eux. Quand je vois des gens qui peuvent aller dire tout ce qu'ils veulent sur les médias, rentrer directement chez eux, des gens qui font des meetings, je ne dis pas que nous sommes dans un pays où tout est rose. Non. Mais je refuse aussi qu'on dise que nous sommes dans un pays qui doit être, par exemple, mise en comparaison avec la Corée du Nord. Honnêtement, je veux aussi que... Et c'est peut-être ce discours-là qui heurte certaines personnes. Je suis dans un pays où je peux venir sur une émission, dire ce que je veux, critiquer le régime et rentrer chez moi sans être inquiété. Je suis dans un pays où je peux faire un meeting dans un espace public quelque part, si je remplis les conditions sans être inquiété. Je suis dans un pays où je peux, bien entendu, exercer toute ma liberté d'opinion, de religion sans être inquiété. Je ne pense pas que ceci corresponde à ce qu'on appelle dictature. Je ne dis pas que toutes les libertés sont consacrées dans notre pays, mais je dis quand même que nous avons des espaces de liberté qui font que, sur le plan politique par exemple, nous arrivons quand même à exercer tous les droits que nous sont conférés par notre constitution dans ce pays. Dans d'autres pays, même de l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas autant de liberté. Je suis dans un pays où il y a la dépénalisation du délit de presse. Et je suis dans un pays où on n'enferme pas ou bien on n'envoie pas en justice quelqu'un pour son opinion. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du système, mais je pense quand même que entre ce que nous avons connu dans ce pays dans les années 90, avant 80, dans les années 90, 2005, 2010, 2015, je pense que nous avons évolué. C'est tout un cheminement, il faut continuer. Mais peindre tout en noir et donc prendre un motif. En ce moment-là, écoutez, si on était dans une dictature, je pense qu'il y a beaucoup d'actions politiques. On n'aurait même pas aujourd'hui d'être député à l'Assemblée nationale. Alors, il y a aussi un autre point, et peut-être vous lèverez tout de suite l'équivoque là-dessus avant qu'on aborde le sujet du centrisme. Est-ce que le net, Jerry Tama, est un parti satellite du pouvoir? Bon, maintenant, je ne sais pas, parce que comme vous savez la définition, il faut pouvoir... savoir exactement qu'est-ce qu'on met dans satellite. Parce que si je pars du principe qu'un parti satellite, comme une planète satellite est une petite planète, ou bien un astre qui gravit tout autour d'un plus important, nous, on ne peut pas être considéré comme un parti satellite du moment où nous sommes entrés en politique en s'ancrant dans l'opposition. Et aujourd'hui, nous sommes dans un courant politique. Ce n'est pas un courant politique togolais. Ce n'est pas un courant politique africain. Le centrisme est un courant politique universel. Aujourd'hui, le parti de M. Macron est un parti centriste. Le parti de Mme Merkel est un parti centriste. Maintenant, les gens peuvent décider que le Togo est particulier, qu'au Togo, on ne peut pas faire les choses qu'on fait dans d'autres pays, même si nous appliquons une constitution inspirée de la France, même si nous appliquons la plupart de nos institutions sont inspirées de la France, on peut toujours dire que en réalité au Togo, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et les faire en même temps. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, nous considérons que nous sommes un parti qui, n'étant pas dans une alliance avec le gouvernement, est un parti d'opposition. Mais ce parti d'opposition, appliquant l'idéologie centriste, est opposé aux extrémismes, applique du pragmatisme, du progressisme et pense que l'homme doit être au centre. L'homme doit être au centre de toute chose. Si vous faites la politique et que cette politique-là ne doit pas aboutir à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, en réalité, vous êtes trompé de métier. C'est un peu ce que tous les autres partis disent. Ils disent on se bat pour les gens. Oui, mais en fait, le problème, c'est que moi, je n'ai jamais, enfin, à notre niveau, nous n'avons jamais passé notre temps à dire si quelqu'un est de la vraie opposition ou pas. En réalité, vous êtes de l'opposition si vous vous opposez à l'action du gouvernement. Point. Maintenant, c'est la définition basique. Maintenant, si vous considérez que nous, au niveau du net, nous devons nous lever tous les matins, tous les midis, tous les soirs en disant fort dégâts, 50 ans c'est trop.
encore que ça reste encore des incantations. Ouais. Nous, on pense que c'est pas ça. La question, c'est comment faire pour y arriver. Et nous proposons des apports de solutions. Maintenant, si vous comptez sur nous, si demain, je vous donne un exemple simple. Ouais. Aujourd'hui, si l'un des sujets sur lesquels nous insistons aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions d'accueil et de traitement des malades à l'hôpital. Si demain, cette doléance-là est prise en compte, et demain, on a un hôpital de référence où les gens peuvent aller se soigner, excusez-moi du peu, mais je dirais merci à la personne qui a mis en place cet hôpital de référence. Je ne dirais pas parce que je suis de l'opposition, je ne vais pas reconnaître cet effort-là, parce que j'aimerais bien aussi demain, c'est le pouvoir, que mon opposition reconnaisse les efforts que je fais. Un pays... Mais l'opposition s'oppose. Non, l'opposition s'oppose, oui. Mais si l'opposition ne rassure pas en face, l'opposition ne vient jamais au pouvoir. L'opposition doit pouvoir dire, écoutez, sur les actions que fait mon adversaire aujourd'hui qui est au pouvoir, si j'avais les mêmes actions, ça je l'aurais fait comme lui, c'est bien. Ouais. Et quand vous allez sur le plan international, vous avez, et c'est beau, que des points sur lesquels toute la classe politique dise, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que un pays qui n'a pas de valeur est un pays qui n'a pas d'âme. Et parfois, dans notre pays, on a l'impression qu'on n'a pas d'âme et qu'on n'a pas de valeur parce qu'il n'y a pas de sujet sur lesquels l'ensemble de la classe politique dit « Ok, d'accord, on est d'accord ». On n'arrive pas à s'entendre même sur la fête nationale du pays. Ouais. On n'arrive pas à s'entendre sur le rejet de la violence. On n'arrive pas à s'entendre sur les minima, par exemple, en ce qui concerne les réformes. Donc, un pays qui n'a pas de valeur, sur lesquels, au moins, sur un tel sujet, nous avons même des militaires qui meurent à l'étranger, on n'arrive pas à faire une communion. Et ce que dans beaucoup de pays on fait, on dit, écoutez, ils sont sortis pour battre, ils sont allés combattre pour nous. Réunissons-nous ensemble et puis prions pour le repos de ces personnes-là. Un pays qui n'a pas de valeur commune est un pays, et c'est le danger que notre pays court, est un pays qui court de grands risques. Alors, mais nous sommes quand même, au Togo, beaucoup disent qu'on est dans un processus de lutte démocratique. Est-ce que vous pensez que dans ce Togo aujourd'hui, l'idéologie centriste doit exister? Ou bien vous êtes obligé d'être à gauche ou à droite? Il faut savoir que l'idéologie centriste, elle a deux origines. La première, elle est conjoncturelle. Et il faut l'assumer, elle est conjoncturelle parce que depuis le début, on va dire, de l'année 2018, il y a 14 partis qui sont dans un regroupement. C'est libre à eux. Mais les 14 partis ont dénié à toute autre formation, on a 111 formations politiques au Togo, ont dénié à toute autre formation le droit d'exister. En disant, c'est nous l'opposition, s'il y a des sujets à débattre, c'est nous. Malheureusement, il y a des formations politiques qui ont une existence. Le NET, par exemple, en ce qui concerne le nôtre, a participé à des élections législatives et présidentielles, à des résultats, à aujourd'hui, quand on dit nos détracteurs, des militants quantifiables. Et il y a des formations politiques qui ont déjà fait, quand vous prenez les 3 formations, par exemple, aujourd'hui, qui sont dans le groupe des centristes, nous avons une vraie histoire derrière nous. Donc, des partis et d'autres partis qui sont en train de rentrer dans notre groupe, ils disent, mais écoutez, si on nous dénie le droit d'exister, c'est à nous d'essayer de nous imposer sur la scène en faisant des propositions. Ça, c'est la première origine, on va dire, conjoncturelle. C'est-à-dire que c'est parce qu'on nous a dénié le droit d'exister que nous avons dit, écoutez, c'est pas à quelqu'un de nous dire ce que nous sommes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est structurel. Nous avons dans notre société, et c'est cette bipolarisation dont on parle, nous avons dans notre société, et ça c'est depuis 1946, une bipolarisation entre... À l'époque, c'était le CUT et le PTP, avec des partis qui tournaient tout autour. Et ça, nous sommes restés dedans. Et ce discours-là se cristallise sur quoi? Sur le fauteuil présidentiel. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'ensemble du discours, et aujourd'hui, peut-être on en reviendra, tourne autour de la présidente de la République. Et nous disons qu'au niveau des centristes, qu'il y a des sujets structurels qu'on doit aborder. Aujourd'hui, c'est tout heureux. On dit qu'il faut peut-être féliciter tout heureux aujourd'hui qu'on parle de l'électrification des énergies renouvelables. C'est bien. Est-ce que si aujourd'hui on me demande que pensez-vous, monsieur Giritama, des énergies renouvelables, bien de la politique sur l'électrification des villages, je ne dirais pas parce que c'est monsieur Fogna Singbe que c'est mauvais. C'est bien. Et si demain je viens au pouvoir, j'essaierai de faire mieux. Mais c'est bien parce que en réalité c'est une bonne chose pour les ménages qui sont privés d'électricité. Donc il y a des sujets, l'environnement, la santé, l'éducation, qui ne préoccupe même la décentralisation pendant qu'on y est. Ça veut dire aujourd'hui que le centrisme n'est pas préoccupé que par le fauteuil présidentiel, c'est ça? Aujourd'hui, le centrisme, c'est peut-être, moi je dis, c'est le parti qui accepte le sacrifice. C'est le parti qui dit, écoutez, pour moi l'objectif initial n'est pas uniquement le fauteuil présidentiel. Pour moi l'objectif c'est de faire en sorte que les institutions du pays fonctionnent au profit de l'humain. Si on y arrive, tant mieux. Beaucoup peuvent vous dire,
on fait d'abord l'alternance et la démocratie après. Oui, ben c'est ce qu'on fait depuis 25 ans et on sait là où nous sommes. Parce que nous avons tellement cristallisé les attentions qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être comme conséquence de l'agression dont j'ai été victime, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase d'intolérance à tel point où on dirait que c'est une bataille d'annihilation. C'est-à-dire que les uns veulent empêcher même les autres d'exister. Et maintenant, quand vous prenez ces éléments-là, vous vous posez la question, est-ce que ceux qui sont au pouvoir, voyant les attitudes extrêmes, intolérantes, absolument abjectes de certaines personnes, est-ce qu'ils se donneront un jour le temps de dire, écoutez, tant qu'à faire, on peut quitter le pouvoir et voir ce que ça donnera. S'ils ont l'impression qu'en quittant le pouvoir, ils vont être lapidés, saccagés, renvoyés, comme parfois certains ont le malheur de dire. Donc voilà, c'est autant de questions qu'il faut qu'on se pose dans notre pays. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu le pouvoir en place qui a créé ces conditions? Parce que le Togo est le seul pays où on a eu 38 ans de règne de père et on est dans la 13e année de règne du fils. Les gens se disent, mais on est les particularités de la sous-région. Vous savez, c'est un peu comme le verre à moitié vide, à moitié plein. Vous pouvez dire, c'est le pouvoir qui est responsable. Vous pouvez aussi dire que le Togo est le seul pays où l'opposition n'a pas réussi à réaliser l'alternance. Parce qu'après, nous sommes aussi, c'est pas, en termes de dictature, quand vous prenez les indépendances dans les années 60, le Togo n'est pas le seul pays à avoir une dictature. Beaucoup d'autres pays ont eu des dictatures et les oppositions ont réussi à vaincre la dictature. Donc, on peut dire d'un côté que c'est le pouvoir qui se maintient. On peut aussi dire d'un autre côté que le Togo est l'un des seuls pays où l'opposition n'a pas réussi à réaliser la dictature. Si tant est que les Togolais, comme tous les autres peuples en Afrique, on sort de l'alternance. Donc, voilà, on peut voir le verre à moitié petit comme à moitié plein. Mais dans ce contexte-là où, par exemple, vous êtes porteur d'une idéologie centriste, où cette idéologie passe auprès d'un certain nombre de personnes qui font beaucoup de bruit pour se faire entendre, est-ce que vous avez bon espoir? Écoutez, moi, il y a une chose qui me rassure, c'est que depuis que nous avons accepté. Parce que vous savez, avant, on nous disait, ouais, mais écoutez, vous, là, le net, ou bien d'autres formations qui sont avec nous, où est-ce que vous vous situez? Mais est-ce que vous êtes des vrais opposants? Machin truc. Aujourd'hui, nous avons décrit le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes ancrés dans l'idéologie centriste. Centrisme ne veut pas dire l'absence d'idéologie. Centrisme ne veut pas dire l'absence de position. Non. Centrisme veut dire qu'il y a des éléments, un cadre de réflexion sur lequel nous nous référons pour prendre nos décisions. Mais à partir de là, ce qui me rassure, c'est qu'il ne se passe pas de jour où nous n'avons pas d'adhésion. Il ne se passe pas de jour où des gens ne nous appellent pas pour dire, mais finalement, on commence à se retrouver parce qu'on se perdait complètement. On était écartelés entre deux extrêmes où on ne se retrouvait pas. Et puis là, maintenant, c'est bon, c'est tout bon parce que là, on a trouvé notre position. Maintenant, on ne se leurre pas non plus, ça va être un chemin difficile. C'est pas dit que c'est moi, Jerry Tama, qui verrai la fin de ce combat-là. Mais s'il y a une chose qui me rassure, c'est que enfin, voilà des gens qui assument leur opposition aux extrémismes et qui l'assument ouvertement. Vous savez, par le passé, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec le courant politique majoritaire de l'opposition, vous vous taisez, vous vous cachez. Parce que vous avez peur qu'on dise que. Ben voilà, maintenant au moins il y a des groupes qui assument entièrement leurs différences, qui assument leurs différences d'opinion, mais qui normalement se retrouvent sur 3 points que je cite toujours. Le premier, c'est que nous considérons que la situation dans laquelle ce pays est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Et secondo, nous considérons que si nous poursuivons les mêmes méthodes, ceux qui sont au pouvoir resteront toujours. Et troisièmement, nous considérons que la violence ne va jamais résoudre le problème de ce pays. Et donc, à partir de ces 3 postulats, on peut tout faire. Et la masse dans tout cela? La masse est instrumentalisée malheureusement. Excuse-moi Samuel, mais au fait, aujourd'hui on se rend compte moi j'ai été attristé quand j'ai lu les commentaires sur les réseaux sociaux suite à l'agression dont on a fait l'objet, que en réalité les gens sont tellement instrumentalisés qu'ils ne vont pas chercher le pourquoi du comment, mais récitent systématiquement ce qu'on leur a dit. Monsieur, le net c'est un parti de traite. Mais est-ce que vous avez écouté les propositions du net? Non, de toute façon, c'est des traîtres. Le net, c'est des satellites du pouvoir. Oui, mais est-ce que vous les avez écoutés? Est-ce que vous avez écouté qu'ils disent qu'il faut gagner les élections, que l'opposition doit gagner les élections législatives de 2018 pour battre UNIR en 2020? Non, de toute façon, c'est des traîtres. Donc, les gens étaient tellement fabriqués dans un moule qui fait que cette masse-là, aujourd'hui, doit
être rééduqués. Être rééduqués, non pas pour dire que il faut être du côté du pouvoir ou non, mais être rééduqués pour comprendre les vrais enjeux. Parce que, en réalité, nous, les hommes politiques, je le dis toujours, nous, les hommes politiques, on n'a pas de problème. Vous savez, nous, on mange 3 fois à notre faim, on a nos voitures et tout ça. Mais c'est la masse qu'on instrumentalise. Aujourd'hui, je dis une boutade, on est en train de prolonger le délai de mandat des députés. Les députés, aujourd'hui, il faut le dire, il faut que les gens nous écoutent. Un député gagne autour d'1 million de 300 minimum. 1 million 300 pour les députés simples, 1 million 500 pour les présidents de groupe. Voilà, maintenant qu'on ajoute les petits avantages, ça va loin. Mais honnêtement, les gens qui courent, qui font tout là, si vous pensez que quelqu'un gagne, le SMIC au Togo, c'est 35 000. Oui. Donc, diviser 1 500 000 par 35, vous voyez combien de fois entre le SMIC et le salaire d'un député. Donc, nous, les hommes politiques, nous, on est bien. Maintenant, c'est... Le combat aussi, c'est pour ça, hein, pour l'amélioration des conditions de vie aussi. Oui, bien sûr, mais l'amélioration des conditions de vie, pendant qu'on y passe, c'est pour ça que nous disons qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur cette question de fauteuil présidentiel. Parce que, tant que nous focalisons, aujourd'hui, quand nous disons, au lieu de fixer toute notre attention sur la candidature ou non de M. Fonia Simi en 2020, voyons comment nous pouvons faire profiter du moment de tension, profiter du moment où la CEDEAO nous accompagne, est derrière nous, mais profitons pour voir comment est-ce que tout le reliquat de l'APG, tout ce qui n'a pas été dit, toutes les recommandations, l'Union européenne nous a fait d'excellentes recommandations en 2007 et en 2013. Mais toutes ces recommandations-là, mais comment les appliquer pour faire en sorte que nous ne sortons pas encore d'une élection en disant nous a triché, parce que ça devient maintenant une ancienne. C'est-à-dire qu'en réalité, on est devenu à un tel moment où le jour où on fait des élections et l'opposition togolaise dit qu'on va pas tricher, on va dire non, c'est pas bon, il faut dire qu'on vous a triché. Non. Donc aujourd'hui, nous disons, quand nous disons ça, c'est vrai, des gens vont nous dire, ouais, mais nous on dit qu'il faut partir, vous dites qu'il faut aller aux élections. Mais maintenant, après, excusez-moi du peu, chaque formation politique doit pouvoir avoir la liberté. C'est pour ça qu'il y a la charte des partis politiques, doit avoir la liberté de son opinion. Dernière question, Jerry Tama, est-ce que les œufs vont émousser vos ardeurs? Non, certainement pas. Les œufs vont plutôt booster nos ardeurs. Bon, en fait, sur le fond, l'incident, je l'ai relativisé sur ma page Facebook. C'est beaucoup plus les réactions derrière qui nous ont fait comprendre que nous sommes dans une société où nous, acteurs politiques, nous devons redoubler d'efforts en termes de formation et de sensibilisation, pas uniquement de nos militants, mais de la population togolaise. Parce que on nous a tellement dressés les uns contre les autres que finalement, je me rends compte que nous sommes plus au bord de l'implosion, et même peut-être, entre guillemets, le mot est trop fort, mais d'une guerre quasiment civile que d'une réconciliation nationale. Tellement les gens sont aigris, tellement les gens sont fâchés les uns contre les autres. Et vous pouvez imaginer que si Jerry Tama, qui n'est pas aux affaires, qui est d'un parti politique, qui est un acteur privé, du secteur privé, et Dieu seul sait la misère qu'on me fait de ce côté-là, si lui, il arrive à subir ce type de sort, comment est-ce que les gens qui sont aux affaires, demain, éventuellement, s'ils perdent le pouvoir, comment ils vont être traités? Ou bien, s'ils ne s'entouraient pas de la protection dont ils s'entourent, comment est-ce qu'ils seront traités? Donc, c'est extrêmement dangereux. Et je pense que les acteurs politiques que nous sommes, nous devons réellement travailler à l'éducation des masses. D'accord. Merci, Jerry Komandega Tama, président du NET. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite et regard croisé après.